Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Arcotech, ici Nicolas et aujourd'hui une expertise que vous serez certainement amené à faire vous-même car il s'agit d'un objet très commun que l'on retrouve dans les demeures, sur les brocantes, dans les ventes aux enchères. On va parler de l'art du bronze animalier. Alors, nous sommes face à une sculpture de couleur brune-marron, manifestement en métal, et pour le sujet, tout le monde aura reconnu l'animal, c'est une jolie chouette. Mais l'intérêt pour vous, et pour nous, va être de déterminer la matière de l'objet et sa datation, comme d'habitude. Et on va vous donner toutes les armes pour y arriver. Donc cet objet, s'il n'avait pas un intérêt, déjà je ne vous ferai pas une vidéo dessus, donc nous allons directement nous atteler à en connaître la matière. Il y a 3 moyens imparables pour reconnaître la matière qui nous intéresse. On va écouter d'abord le son. C'est un son aigu, qui n'est pas grave, qui n'est pas sourd, ça teinte. Ensuite, on gratte un peu un endroit où on ne va pas gâcher la pièce, donc à l'intérieur, et on va chercher la couleur, la brillance sous la patine, donc là on est face à une couleur dorée. Et le troisième élément qui va nous intéresser, eh bien, c'est le poids de l'objet, et ici en l'occurrence, c'est assez lourd. Donc ces 3 caractéristiques sont celles du bronze. Le son du bronze, ses caractéristiques, je vous indique que le bronze est notamment un matériau utilisé pour faire des cloches. La couleur dorée sous la patine, c'est notre meilleure preuve. Et pour le troisième élément, le poids, puisque le poids nous assure qu'on est bien face à du bronze et pas une matière qui limite. Et on pense principalement au régule, qui est beaucoup plus léger que le bronze. Le bronze est une matière très ancienne. Vous connaissez l'âge du bronze, environ 1500 avant Jésus-Christ, en Europe. Le terme de bronze apparaît en Italie au XVIe siècle, le bronzo, et avant on parlait d'airain depuis l'origine grecque. C'est un alliage donc, plus dur que de l'or, et qui patine naturellement, c'est-à-dire qu'avec le temps il prend une couleur entre le brun et le vert. Mais à partir d'une certaine époque, et pour certains objets, on crée la patine pour donner au bronze un aspect plus authentique, on va dire. Pour les proportions de cuivre et d'étain, eh bien, cela dépend des époques et des objets. Dans les statues antiques, on trouve entre 8 et 14% d'étain pour 86 à 92% de cuivre. Les miroirs étaient plus riches en étain parce que ça reflète mieux, donc on est sur 25-35% d'étain. Et on parlait des cloches, donc les cloches auront 20 à 30% d'étain, puisque l'étain produit un meilleur son que le cuivre. Quand on fait du bronze doré, eh bien, il faut que ça brille, que ce soit chaleureux et plus proche de la couleur d'or, donc les proportions d'étain, qui a une couleur rouge naturelle, seront plus importantes. Alors on cherche même à imiter le bronze, qui lui-même imite déjà l'or, donc avec des matériaux qui coûtent moins cher, on fait des alliages, donc surtout comme le régule, composé de plomb, d'étain et d'antimoine, et qui est bien plus léger que le bronze. Ce qui est intéressant à savoir, ce qui va nous permettre d'évaluer un peu plus cette pièce, ce sont les techniques du bronze, et on parle des techniques de fonte bien sûr. Une fois qu'on a atteint notre point de fusion avec notre alliage de cuivre et d'étain, on peut faire ce qu'on appelle une fonte au fer cru, c'est-à-dire directement dans un moule avec la forme de l'objet. Ce sera pour les petits objets ou pour les pièces très anciennes, car on cherche toujours à économiser de la matière évidemment, et faire du bronze massif, eh bien ça coûte cher et c'est très lourd. Ensuite, il y a 2 techniques un peu plus complexes mais très intéressantes. D'une part, la fonte à la cire perdue. On crée la forme de l'objet avec de l'argile. On recouvre ensuite l'objet d'une couche de cire, travaillée, destinée à fondre, qu'on recouvre ensuite d'une couche de pâte de faïence, donc de l'argile encore, destinée à retenir le bronze qui va prendre la place de la cire. Le moule d'argile extérieur est percé et maintenu par une armature métallique. À la cuisson, la cire s'écoule par ces trous et le bronze liquide est introduit. On casse l'enveloppe et le sculpteur fait les finitions, le polissage, la patine, les barbures, c'est-à-dire qu'on enlève tout ce qui fait la preuve du moule, et la ciselure. Et puisqu'on casse le moule extérieur, c'est un procédé de création unique. Avec ça, on ne fait qu'une seule statue, donc c'est vraiment réservé au bronze d'art en général. Et ensuite, on a la fonte au sable, moins coûteuse que la fonte à la cire perdue, et qui permet plus de tirage. On a un cadre en bois, à l'intérieur duquel on met du sable de fonte. On imprime un moule en 2 parties, donc le devant et le derrière par exemple. Puis on enferme ensuite ce moule dans un coffrage avec notre sable de fonte.
On creuse aussi des canaux, les jets, on fait s'écouler le bronze en fusion et on cuit le tout. L'ensemble est refroidi après cuisson, on démoule le socle avec le sable et on sort une pièce de bronze autour d'un moule. Donc on conserve ce premier moule, la forme témoin si vous voulez. Alors, je vous ai parlé de la couleur du bronze et je vous ai parlé de la patine. Cette patine qui peut être naturelle, donc créée par le temps ou l'oxydation du sol, qui donne ce qu'on appelle le verre de cuivre par exemple, ou artificielle, qui imite le verre de cuivre. On peut trouver aussi des patines plus rosées, bleutées, noires de velours, jaunes ou brunes. Alors, on a dit que la tradition du bronze était très ancienne. Là, on est face à un bronze animalier, et en fait, c'est un genre quasi à part. Beaucoup d'artistes bronziers ont été amenés à réaliser des animaux dans leur art, mais c'est au 19e siècle que le bronze animalier est un genre à la mode et très spécialisé. Alors bien sûr, on connaît des animaux réalisés par des artistes en sculpture et en bronze. On pense déjà à la statue équestre, qui a sûrement été inventée par les Grecs, puis reprise par les Romains, découverte et redécouverte par les Italiens, et on peut faire ainsi de suite sur toute l'histoire de l'art. On connaît aussi des animaux qui ont été réalisés pour restituer leur anatomie, ou bien comme sujet de recherche maniériste au XVIe siècle. Mais le grand essor du bronze animalier, c'est au XIXe siècle. Et surtout à partir des années 1830 et sous le Second Empire, c'est une vraie école du bronze animalier qui représente l'animal pour lui-même et non plus pour sa symbolique mythologique, son support de l'être humain ou comme simple motif décoratif. Le premier grand artiste du bronze animalier au XIXe siècle, c'est Antoine-Louis Barye, qui lui va étudier directement au Jardin des Plantes. Il cherche à replacer l'animal dans son cadre naturel et il travaille à la cire perdue. Donc, vous vous rappelez, cette technique à procédé unique, donc il n'a l'intention de créer qu'un seul exemplaire de son étude. Alors, ce travail lui vaut beaucoup de critiques, mais il a quand même des commandes importantes et officielles, notamment des modèles en bronze, des modèles en pierre pour le Jardin des Tuileries qui sont commandés par le roi Louis-Philippe en 1836. On connaît également Pierre Julmen, Pierre-Louis Rouillard et Emmanuel Frémier, donc ce dernier qui cherche un peu plus la psychologie de l'animal, notamment avec le gorille enlevant une femme, donc, qui a inspiré King Kong, et qui est conservé au musée des Beaux-Arts de Nantes. Alors les œuvres de Frémier font polémique, c'est notamment lié à la nouvelle théorie de l'évolution de Charles Darwin, donc l'origine des espèces, qui est publiée en 1859. Et puis vous connaissez également Rembrandt Bugatti, oui c'est la même famille que le créateur de voitures, donc La Panthère de 1904. Et puis on arrive au XXe siècle, avec des sculptures plutôt impressionnistes au départ, puis on arrive à une simplification des formes avec des surfaces très polies, comme chez François Pompon qui réalise des modèles d'animaux en bronze entre 1918 et 1930, comme des chouettes, et surtout, en 1928-1929, l'ours blanc, qui se trouve au musée d'Orsay, en pierre blanche, et qui a été réduit en bronze. Alors je sais que vous connaissez toutes ces images parce que c'est très célèbre, puis bon, les animaux en général, ça plaît bien. Je ne peux pas citer tous les artistes animaliers, mais parmi les plus connus, un petit dernier qu'on a cité sur le marché de l'art très récemment, c'est Édouard Marcel Sandoz, comme Pompon dans une mouvance art déco. Donc vous voyez, le grand âge du bronze animalier, c'est le 19e siècle et le début du 20e siècle. À partir de là, c'est la période privilégiée pour nous pour orienter la datation de notre objet. Alors bon, le 19e siècle, c'est une période de forte industrialisation. Et le bronze est un objet de la production de masse, donc qui va intéresser cette industrialisation et qui va permettre à toutes les classes sociales d'avoir une décoration d'intérieur. Et ce sont des objets donc qu'on va retrouver encore aujourd'hui dans des familles et du coup sur des brocantes, sur des ventes aux enchères, mais du coup il faut se méfier parce que c'est le sujet de nombreuses reproductions, de nombreuses contrefaçons et de faux. Donc pour la datation, on replace cet objet dans le contexte qu'on a vu ensemble. Ce ne sont pas des formes épurées, donc on est sur un goût d'avant les années 1910. C'est naturaliste, on cherche une posture naturelle, on est vaguement dans un cadre naturel avec le socle. Les finitions qui évoquent le plumage, c'est moins une recherche anatomique que naturaliste, et on n'est pas non plus sur un modèle très mouvementé, très sculptural encore, comme on en trouvait au début du genre, c'est-à-dire au début du 19e siècle. La qualité de l'ensemble montre qu'on est sur un objet qui a été assez reproduit.
Je vous répète qu'à la fin du 19e, début du 20e siècle, avec les procédés d'industrialisation qui permettent la multiplication des pièces, et bien du coup ces pièces sont faites plus rapidement, avec des finitions qui vont être moins précises. Ici, le manque de finition, même si l'ensemble général est très bon, mais au niveau de la couture notamment, donc les deux parties du bronze qui ont été assemblées, tend à nous indiquer également qu'on est à la fin du 19e siècle. La sculpture du socle, les ciselures sur la couture des deux parties de la pièce est assez visible, ça a été sculpté assez rapidement. Ce n'est pas une pièce unique, on est d'accord, c'est un moule qui a sûrement servi plusieurs fois, d'accord. Quand on regarde le socle avec précision, on voit que certaines arêtes sont très arrondies, ça pourrait nous faire poser certaines questions, notamment sur l'authenticité, mais ce qui me rassure, c'est qu'il y a une patine à l'intérieur et que j'ai dû gratter pour apercevoir la couleur du bronze en dessous. Donc ça indique quand même qu'on est sur un objet qui a une certaine ancienneté. Ce n'est pas un bronze actuel, car aujourd'hui, il y a des règles dans la création du bronze. Si la sculpture est réalisée au-delà de 8 exemplaires, on considère qu'au-delà de la 8e pièce, il s'agit de reproduction et non plus d'originaux. C'est la loi qui explique ça dans un décret de 1980. Elle distingue aussi les originaux épreuves d'artistes au nombre de 4 numérotés de 1 à 4 en chiffres romains, des originaux simples numérotés de 1 à 8 en chiffres arabes. Mais comme je le disais, attention parce que la numérotation, c'est une pratique récente et on ne trouve pas de numéros sur les sculptures anciennes. Et en l'occurrence, sur celle-ci, on ne trouve pas ni de numéro ni de signature. Alors, il faut faire attention parce que le bronze, c'est très reproduit, parce qu'on sait qu'il y a un marché, qu'il y a un prix. Les bronzes anciens sont très copiés. On met des patines artificielles pour qu'ils apparaissent d'époque. Et c'est parfois très bien fait, donc c'est assez risqué. Donc on reste toujours prudent sur la datation et les estimations quand on est face à un bronze, et mieux vaut avoir affaire à un expert avec beaucoup d'expérience. Avec tout ça, eh bien, vous êtes bien parti pour écumer les brocantes après le confinement. Reconnaître un bronze, vous avez 3 méthodes, vous savez faire. Selon la précision, vous pouvez reconnaître la technique, et donc déterminer un peu de la valeur. La traduction du bronze animalier, vous la connaissez. Selon la forme, la précision de la sculpture, vous pouvez globalement déterminer la date. Bon, après, c'est l'expérience et l'étude qui feront la différence. Et enfin, si vous faites attention aux détails, eh bien, cela ne fera que préciser votre avis et donc confirmer la valeur de l'objet. Et bon, à partir du moment où c'est du bronze, ça a quand même une petite valeur, n'importe comment. Donc, bien connaître la technique pour reconnaître le bronze, c'est déjà ça. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Laissez un commentaire, ça fait plaisir. Abonnez-vous, ça motive. Partagez-moi, c'est une bonne action. Et je vous dis à très bientôt sur Arcotech.